Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Claudine Razay-Mamoun échappe à la décision qui devait la placer sous mandat de dépôt. Selon les informations reçues, elle s'est envolée vers l'île Maurice. Les opérateurs économiques malgaches se sentent délaissés comparés aux opérateurs économiques étrangers. 44 morts et une centaine de blessés en Égypte après une explosion visant 2 églises coptes dimanche. Le président Abdel Fattah al-Sisi a décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, Claudine Razay-Mamoun échappe à la décision qui devait la placer sous mandat de dépôt. Selon les informations reçues, elle s'est envolée vers l'île Maurice. Les situations de son évacuation sanitaire demeurent floues. Que fera le SMM dans le cadre de cette affaire? Tout de suite les images. L'affaire Claudine Razay-Mamoun a pris une autre tournure. Tôt ce matin, vers 3h30, elle est sortie de l'hôpital d'après les explications d'un médecin de l'hôpital à Giera. Ils ont reçu une lettre pour qu'elle quitte l'hôpital. La passation que nous avons eue, elle est sortie de l'hôpital vers 3h30 du matin. Selon une source digne de foi, elle s'est envolée vers l'île Maurice par le biais d'une compagnie aérienne privée. Un agent pénitentiaire et un agent de la justice l'a suivi dans son évacuation sanitaire. Toujours selon les explications fournies, le ministre de la Justice ainsi que le ministre de la Santé ont effectué une descente à la Giera hier soir. Mais les médecins ont été formels que le traitement de la femme d'affaires peut se faire dans cet hôpital universitaire même. Mais ce matin, le directeur de l'établissement a affirmé que d'autres analyses sont à faire à l'étranger. Un agent pénitentiaire et un agent de la justice l'a fait sortir de l'hôpital, c'est tout. Elle est sortie de l'hôpital ce 10 avril, on n'est plus responsable. Elle devait effectuer une angiographie cérébrale. Normalement, on ne peut pas la faire sortir sans des agents pénitentiaires et une autorisation en bonne et due forme. On a effectué un compte-rendu auprès du tribunal. L'on a également appris que de nombreuses réunions ont eu lieu ce week-end. Selon les témoins à l'hôpital à Giera, au moment où elle quittait l'hôpital, elle marchait bel et bien, comme si de rien n'était. Ce matin, la présidente du SMM, ou syndicat des magistrats de Madagascar, s'est rendue à l'hôpital universitaire Joseph Ravouangadjenaval. Elle a eu un entretien avec le directeur de l'établissement, un entretien qui s'est déroulé à huis clos. Nous ne pouvons divulguer aucune information pour le moment. Nous regardons tout simplement si les vaccins à 3h30 du matin étaient en règle ou non. Nous ne sommes pas en possession de toutes les informations pour le moment. Les conditions n'étaient pas complètes. Elle n'est plus ici. On va enquêter si les conditions de sa sortie étaient en règle ou pas. Aucune explication supplémentaire n'a été fournie par le SMM jusqu'à maintenant. Mais d'aucuns ont remarqué que la femme d'affaires soupçonnée par le Bianco de détournement de deniers publics et de corruption a bel et bien été exfiltrée. En effet, ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt, elle n'aurait pas dû sortir du territoire de Madagascar. Actuellement, les attentes du ministre de la Justice a bel et bien été réalisées. Claudine Razay-Mamoun a échappé aux mailles du filet de la justice. Dans le cadre de cette affaire, le respect de l'état de droit et des principes démocratiques ne transparaît nullement à travers les actes des dirigeants.
Ce genre de pratique ne fait que creuser le fossé qui sépare les dirigeants des dirigés, aggravant ainsi le manque de confiance des citoyens et des partenaires de Madagascar envers les dirigeants. En début de soirée, le SMM a rencontré la presse et a affirmé que l'évasion de Claudine Razem-Amounds était une évasion organisée. Qui sont les responsables de cette évasion? On suivra de près cette affaire. Le procès de Nivra Tierson et compagnie se tiendra après-demain à la cour criminelle ordinaire à Nous. Censé être placé sous mandat de dépôt, une source révèle qu'il passe habituellement ses journées à l'hôpital Befelatanan. Fezou Rafali. Pour cause de détournement de deniers publics auprès de l'ORTM ou Office de la radio et télévision publique de Madagascar, le procès de Nivra Tierson, directeur de cabinet du ministre de la Communication et sa complice, responsable du service marketing et commercial de l'ORTM, aura lieu mercredi prochain auprès de la cour criminelle ordinaire à Nous. Tous deux ayant été placés en détention préventive le 4 octobre 2016. Une source révèle pourtant que Nivra Tierson passe habituellement ses journées à l'hôpital Befelatanan et non en prison. Jusque-là, aucune information n'a été communiquée par les responsables de cet hôpital. Y faire un reportage nécessite également une autorisation spéciale. Dans le pays, se faire passer pour malade est devenu une pratique pour les personnes accusées d'une affaire semblable à celle-ci. Pour rappel, le 4 août 2016, le Bianco a reçu une dénonciation anonyme concernant des faits suspectés de détournement de deniers publics au sein de l'ORTM. Les investigations menées ont abouti à ces fins. Le montant de l'argent détourné au sein de l'ORTM s'élève à des centaines de millions d'ariars, dont une grande partie aurait été versée dans le compte personnel de Nivra Tierson. Affaire à suivre. Le sénateur Rinan Diamandav a commis des infractions, soutient un avocat. Si la loi n'est pas appliquée, la justice va à sens unique, soutient cet avocat. Ounnasen. Dans le cadre de l'affaire Claudine Razem-Amounds, le sénateur Rin Andiamandav a commis plusieurs infractions d'après les explications d'un avocat. Pourtant, la loi n'est pas appliquée de façon objective et impersonnelle. La loi doit être appliquée de façon générale et impersonnelle. Le sénateur Lilisson a voulu procéder à un dépôt de gerbe. Il a fait l'objet d'une poursuite. Où est le parallélisme de forme dans cette affaire? Normalement, le vice-président du Sénat doit également faire l'objet d'une poursuite en saccageant les locaux du Bianco. Il a commis une infraction surtout en voulant entrer de force dans les bureaux du Bianco et en organisant un attroupement sans avoir eu une autorisation. En suivant l'évolution de la situation politique, la loi est utilisée uniquement pour épingler les adversaires politiques, toujours selon les explications. La justice est appliquée de façon inéquitable. Certains font ce qu'ils veulent, d'autres font l'objet de poursuites. Or, le vice-président du Sénat a bel et bien commis une infraction. À titre de rappel, le sénateur Rinan Diamandav, qui s'est envolé pour Maurice, défend une personne soupçonnée de corruption et de détournement de deniers publics. D'ailleurs, il a usé de tous les moyens pour faire sortir la prévenue, ce qui est chose faite actuellement. Mais selon les observateurs, la loi devient une arme entre les mains des dirigeants. Elle s'applique uniquement à l'endroit des adversaires politiques, comme c'était le cas avec le sénateur Lilisson René de Roland. La branche du parti Malagasy-Meramieng à Tamatave 2 est opérationnelle. Elle est même implantée au niveau de chaque Fouktan. Les explications. Le démembrement du parti Malagasy-Meramieng à Tamatave est opérationnel. Nous n'accepterons jamais toute tentative de déstabilisation du pays, notamment de la part des dirigeants. Nous sommes implantés jusqu'au niveau des Fouktan. Sur un tout autre sujet, les opérateurs économiques malgaches se sentent délaissés comparés aux opérateurs économiques étrangers. L'État ne prend pas en main et ne résout pas les différents problèmes que subissent ces opérateurs économiques malgaches, explique le président du FIFPAMA. Ce secteur qui joue un rôle important dans l'économie du pays, affirme un économiste, Michel Aranardzon. Les investisseurs des opérateurs économiques malgaches sont en bonne voie, mais ne se développent pas assez vite comparé aux investissements étrangers, affirme le président du FIFPAMA. L'État ne leur fournit aucune aide, que ce soit financièrement ou moralement. Nous lançons un appel à l'État de prendre en compte les problèmes que subissent ces opérateurs économiques malgaches, notamment privés. Nous investissons certes, mais cela n'est pas suffisant. Nous manquons de financement, nous manquons de soutien. Il est évident que nous nous développons moins.
Selon les explications d'un économiste, le pays a besoin de l'IDE ou investissement direct à l'étranger. Pour Madagascar, l'IDE a connu une hausse de 26,9% en 2016 comparé à l'année 2015. Un IDE d'une valeur de 438 millions de dollars. Mais mis à part le développement de l'IDE, les opérateurs économiques malgaches doivent être priorisés, a-t-il affirmé. Je ne dirais pas que nous n'avons pas besoin de l'IDE, si nous en avons besoin. Mais ce que l'État ne doit pas oublier, les opérateurs économiques malgaches doivent être leur priorité. Pour cause, lorsque nous allions sortir les statistiques des PNB, ce ne seront pas les investissements étrangers qui seront pris en compte, mais ceux des opérateurs économiques malgaches. Jusqu'ici, plusieurs étapes ont été faites par ces opérateurs économiques malgaches, mais il reste cependant des donneurs d'idées. Les prises de décision restent à l'État. Outre les problèmes financiers, les secteurs informels restent également un grand obstacle pour les opérateurs économiques malgaches. Ils comptent actuellement près de 2 millions à ne pas payer des impôts à l'État. La hausse du prix du riz est flagrante dans la capitale. Certains types de riz se vendent déjà à près de 3 000 arrières le kilo. Le riz local ou encore le makaluk se vend en ce moment aux environs de 2200 arrières à 2500 arrières le kilo. Ce principal produit de première nécessité est présent sur le marché. C'est sur le prix que le problème se pose. Une solution temporaire sera prise par le ministère du Commerce afin de stabiliser le prix sur le marché. Si normalement les importations de riz augmentent à un taux avoisinant les 20 000 à 24 000 tonnes mensuelles, afin que les stocks de sécurité soient bien assurés, l'importation connaîtra une double hausse. Écoutons les explications du ministre du Commerce. Afin de diminuer rapidement le prix du riz sur le marché, nous allons importer du riz. Nous faisons appel aux importateurs d'augmenter la quantité de riz importé. Il était prévu que 40 000 tonnes seraient importées, mais il serait mieux de les doubler ou même de les tripler. Lorsqu'ils seront sur le marché, les opérateurs vont diminuer leur prix. Un doute légitime se pose au sein des esprits concernant le refus de vente qui augmente le prix du riz. Les opérateurs économiques seraient-ils les seuls à cacher les riz? Les dirigeants seraient-ils complices de ces opérateurs? Des questions dont tout le monde attend des réponses. Dans l'actualité internationale, c'est un dimanche des rameaux tragiques pour les chrétiens d'Égypte. Des équipes de l'État islamique ont mené les attaques contre 2 églises, à Tanta et à Alexandrie, a indiqué Amaq, l'agence de propagande de l'État islamique, dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé quelques heures plus tard qu'il déclarait l'état d'urgence pour 3 mois dans le pays, précisant que la mesure avait été prise pour protéger et préserver le pays. Reportage de France 24. C'est lors d'une allocution officielle à la télévision qu'Abdel Fattah al-Sisi a annoncé une série de mesures pour protéger son pays de la menace terroriste. Notre priorité, c'est la mise en place de l'état d'urgence en Égypte dès que les conditions prévues par la Constitution le permettront. Nous avons décidé de former un haut comité pour combattre le terrorisme et l'extrémisme en Égypte. Et une loi va entrer en vigueur pour donner à ce comité les pouvoirs nécessaires. Une réaction aux 2 attentats qui ont visé 2 églises ce dimanche et qui ont fait des dizaines de morts au sein de la communauté copte. Sur les lieux de l'attaque à Alexandrie, les autorités ont déployé des militaires en renfort. Autour de l'église copte où le kamikaze s'est fait exploser, quelques témoins ont assisté à toute la scène. Quand le kamikaze a demandé aux policiers de le laisser entrer, il a refusé et lui a demandé de passer au détecteur. Ça a enclenché une alarme et le terroriste s'est fait exploser juste après. Dans cette autre église où a eu lieu le premier attentat dimanche matin, les fidèles participent aux funérailles des nombreuses victimes, des chrétiens coptes tués par un kamikaze en pleine célébration des rameaux. Je ressens tellement de peine devant cette tragédie. On ne s'attendait pas à ce que des gens qui vivent dans le même pays que nous, des gens avec qui on a partagé tellement de choses, puissent nous faire cela. En Égypte, la communauté copte, qui représente 10% de la population, est régulièrement la cible d'attentats perpétrés par le groupe État islamique. Il y a 4 mois, une attaque suicide contre une église du Caire avait fait une 30aine de morts.
Le blocage total prévu en Guyane sera finalement moins lourd qu'annoncé. Outre les véhicules d'urgence, les piétons et les deux roues pourront passer les barrages routiers installés dans la ville. Une partie de la population s'oppose en effet à la poursuite de la grève générale lancée le 25 mars, estimant qu'elle enlise encore davantage la situation. Reportage de France 24. Sur ce barrage, personne ne devait pouvoir passer. Mais finalement, seules les voitures sont empêchées d'aller plus loin. Le blocage total, très critiqué, n'en est plus un. Dimanche soir, un meeting était organisé à Cayenne. Le but, remotiver les troupes, alors que le mouvement semble s'essouffler. Le message que j'ai voulu faire passer ce soir, c'est de dire à la population qu'un combat, c'est toujours long. Et là, je leur demande leur patience pour pouvoir obtenir ce que nous souhaitons et ce que nous pensons que nous devons avoir. Ces derniers jours, les tensions se sont accrues. La manifestation devant la préfecture a dégénéré vendredi. Un policier a été blessé. Et certains s'inquiètent des retombées économiques du mouvement. Dans cet hôtel, les pertes s'élèvent à près de 150 000 euros. Et ce qui est inquiétant, c'est que les gens ne sont beaucoup moins optimistes que nous, parce qu'ils commencent déjà à annuler sur le mois de mai. La Guyane subit de nombreuses pénuries, notamment de produits frais, dû au blocage du port de Cayenne. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Claudine Razamamoun échappe à la décision qui devait la placer sous mandat de dépôt. Selon les informations reçues, elle s'est envolée vers l'île Maurice. Les opérateurs économiques malgaches se sentent délaissés comparés aux opérateurs économiques étrangers. Et enfin, 44 morts et une centaine de blessés en Égypte après une explosion visant 2 églises coptes dimanche. Le président Abdel Fattah al-Sisi a décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne semaine à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.